c'est avec grand plaisir que j'ai l'occasion de déclarer ouvert ce webinaire d'échange avec les patients de France Rhin Lorraine. Nous avions déjà eu une très belle réunion il y a quelques semaines qui était centrée sur bien sûr la vaccination, la situation de la pandémie, et compte tenu un petit peu de la réussite de cette première réunion, nous avons proposé un nouvel échange durant 1 heure. Donc cette fois-ci, c'est très large. Nous, Madame Kessler et moi, nous sommes prêts tous les deux à répondre à toutes les questions d'actualité, les questions qui, qui vous intéressent. Donc je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions pour commencer. Des remarques. Hein, ou des remarques, ou oui, c'est ouvert. Non, il faut que tu lèves là. Par rapport à la vaccination, moi je voulais demander si vous n'aviez pas peur qu'il y ait un risque par rapport à la greffe. Parce qu'on n'a pas de recul en fait. Alors, quelques éléments d'actualité sur la vaccination. Oh, je suis vacciné. Hein. Je vous en prie, non, merci. Alors, le premier point très positif pour tout le monde, finalement, les professionnels et les patients, c'est que l'assurance maladie, qui enregistre pour chaque patient son statut vaccinal, première, deuxième, troisième injection, enfin troisième injection, c'est pas encore le cas, mais première, deuxième injection, c'est fait. Donc l'assurance maladie a mis à la disposition du grand public, vous, les patients, et les soignants, les résultats de cette vaccination, à savoir pourcentage de patients dialysés, pourcentage de patients transplantés. C'est disponible depuis un petit mois. Il faut d'abord souligner que c'était beaucoup mieux que ce qui existait avant. On avait un recensement structure par structure dans la dialyse, et puis où on était vraiment dans le flou total au niveau de la transplantation. Donc ces chiffres sont rassurants du point de vue de la quantité du nombre de personnes vaccinées, puisque on atteint des seuils autour de 70-75%, voire plus parfois, département par département. On a un niveau de vaccination qui est assez homogène dans notre région, dans la région Grand Est, et même dans tout l'Hexagone. C'est un petit peu plus délicat outre-mer, bon, mais on peut souligner que le résultat de la vaccination est satisfaisant en région Lorraine, tant pour les dialysés que pour les transplantés. Donc vraiment adhésion très forte, hein, puisque vous savez bien que quand on demande aux Français en général, et même aux patients concernés, leur motivation pour être vaccinés, on a un oui qui est de l'ordre de 40-50%. Là, on a vraiment largement dépassé. Après, les risques que vous évoquez, M. Jupon, les effets secondaires classiques qui sont retrouvés chez les patients transplantés, dialysés, insuffisants rénaux sévères, ce sont des effets secondaires qui sont classiques. Non, je ne parle pas des risques-là. Oui, non, mais pour souligner quand même que ces risques-là, on dit même que ces risques sont associés à l'efficacité du vaccin, donc avoir quelques signes, c'est peut-être plus positif. Après, au-delà, on n'a absolument pas de signaux d'alerte par rapport à des greffons. On a globalement une tolérance qui est très très bonne. Évidemment, vous avez toujours trouvé deux exceptions, une situation très particulière, un cas exceptionnel, mais on ne doit pas regarder cet effort de vaccination par le petit bout de la lorgnette. Je pense qu'il faut vraiment être centré sur l'efficacité générale et globale, et sans risque.
Hein, donc ça c'est vraiment important. Et maintenant, des millions et des millions de gens ont été vaccinés dans le monde. Et là, je crois qu'il n'y a jamais eu d'effort de pharmacovigilance, de surveillance des vaccins en particulier que dans cette situation-là. Hein, à tel point, d'ailleurs, vous le savez bien, qu'on était informé en direct de telle ou telle situation. Bon. Donc, vraiment, du point de vue des effets secondaires, une situation très rassurante. Du point de vue de l'efficacité, toujours cette situation délicate que chez les dialysés, alors il y a quelques publications toutes fraîches là, qui montrent qu'en fait la troisième dose a un effet de boost, hein, de renforcement de l'efficacité de la vaccination chez les dialysés. Ça, c'est vraiment, on dit jamais 203, hein, parce que là chez les dialysés. Par contre, chez les greffés, c'est un petit peu, ça reste toujours réservé. On est autour de 50-60% de présence d'anticorps, avec des situations qui semblent correspondre à des réponses vaccinales qui étaient déjà un petit peu défaillantes pour des vaccinations antérieures, par exemple la grippe, par exemple l'hépatite B. Il semble que les gens qui auparavant ne répondaient pas au vaccin hépatite B, etc., ne répondent pas bien au vaccin anti-Covid parmi les transplantés. Et Avant la troisième injection, il ne faudrait pas faire une analyse des anticorps? alors, vous savez que donc, quand j'ai fait mon courrier le 12 avril, on a dit que comme on ne savait pas le seuil à partir duquel les anticorps protègent, on a considéré qu'il fallait faire troisième dose pour tout le monde. Et puis, bon, ces dernières semaines, ce dernier mois, on est dans une situation un petit peu différente. Si vous avez chez un patient, après 2 doses, un taux d'anticorps très élevé, bon, il peut éventuellement être considéré qu'une troisième dose n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, là, on était sur 3 doses pour dialyser et transplanter pour être efficace, quoi. Merci. Merci. Donc, alors, pour peut-être... Oui, monsieur Cuevas, allez-y, Oui, je vous en prie. puisqu'on en est là, j'avais posé une question justement par rapport à ce dosage, pour savoir s'il ne serait pas intéressant justement de faire un dosage des anticorps chez des patients lorrains, dialysés ou greffés, et en gros de faire une étude en Lorraine justement de l'évolution de ces anticorps, et s'il y avait après des cas de Covid, justement pouvoir rapprocher avec ces cas de Covid. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement de le faire donc? Mais, alors, votre remarque est très juste parce qu'en fait, mais l'étude est déjà en cours au niveau national. Oui. En fait, elle a été... C'est une étude qui nécessite des moyens, qui nécessite aussi le consentement des patients, etc. Bon, les différents niveaux administratifs ont été très accélérés et cette étude est en cours. Et c'est évidemment cette étude-là qui va être la clé pour bien comprendre les seuils, bien comprendre les risques éventuellement de survenue d'un Covid chez une personne vaccinée. Bon, enfin, vous avez raison, quoi. Et alors, je voulais souligner un point qui, ce matin, j'ai vu un patient en consultation qui n'est pas anti-vax, mais un transplanté qui était, je crois qu'il est resté un petit peu dans son petit cocon, et donc il attendait ma consultation il avait reçu mon courrier, il attendait la consultation pour être vacciné, et son épouse pareil, mais donc bon. On a discuté, j'ai expliqué, il a dit qu'il allait se faire vacciner, son épouse aussi, ses enfants aussi, qui sont des adolescents. Et on reste avec le message que vacciner, que les proches soient vaccinés autour des transplantés, c'est évidemment important. Hein, dans un échange comme on a aujourd'hui, et je le redis. Hein. Après, les gestes barrières, bon, il faut un petit peu les conserver, c'est contraignant, mais bon, c'est sûr que
il faut quand même rester prudent aussi, mais je pense qu'aller se promener dans la nature sans masque, au grand air sans masque, c'est possible quand on est transplanté, quand on est dialysé. Vous êtes d'accord, madame, avec moi? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La simple chose, je crois que on revient à la situation d'avant la vaccination, c'est-à-dire enfin, moi je pense qu'on a complexifié les messages. Le message, il a toujours été le même, il doit rester le même, il est simple, hein. C'est éviter les contacts interhumains en dehors de vos proches. Quand ces contacts interhumains doivent enfin, éviter de les faire à visage ouvert. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes censé, comme moi, hein, je suis une personne à risque hein, du fait de mon âge, donc moi, où que j'aille, si je dois rencontrer des gens dans un espace clos, je porte mon masque. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est simple, c'est pas la peine de compliquer. Par ailleurs, je suis dehors, assez loin d'autres individus, j'enlève mon masque. Et puis voilà, et puis je continue à me laver les mains. Et donc ça, je pense que vous devez le faire, comme d'ailleurs chacun doit le faire, puisque c'est ça qui évitera la transmission du virus. Parce qu'on vous l'a déjà dit 1000 fois, je crois, à la fois par les médias, mais aussi par nous, les professionnels de santé, c'est que la vaccination ne protège pas contre le portage du virus. Hein. On peut devenir porteur du virus et être sans symptômes, hein, mais on peut transmettre le virus. Donc, pour l'instant, tant que les analyses qui sont faites en permanence dans le monde entier ou les études qui sont faites partout ne nous diront pas le contraire. Hein. Voilà, je crois que et c'est ça qu'il faut que vous transmettiez aussi à votre entourage. Si on fait attention, si on évite les endroits, d'aller sans masque dans des endroits où il y a des gens, surtout lorsqu'on n'est pas sûr de la façon dont c'est aéré ou dont c'est ventilé, on porte son masque et on essaye de se maintenir à une certaine distance des personnes. Voilà, c'est ça qui nous protégera tous. C'est ce que dit le gouvernement. Oh, bah, enfin, il y a trop de choses qui sont dites, Monsieur Jupon. Le problème, c'est ça. C'est qu'il y a ça noyé au milieu de plein d'autres choses. Et ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de Français qui pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils sont vaccinés. Et que ça leur permet d'arrêter toute autre mesure. Donc ça, il faut le répéter. Ça n'est pas vrai. Hein. Mais la vaccination n'empêche pas d'attraper le Covid, mais atténuer tout du moins. Ou de devenir porteur du virus sans que les anticorps vous protègent de la maladie, en fait. Hein. C'est ça la réalité. Il y a très, très, très peu de gens vaccinés qui ont fait des formes graves de Covid aujourd'hui, dans la population générale, comme chez les transplantés, d'après ce qu'on sait. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. On a notre réseau d'échange national avec les collègues en responsabilité dans les régions, dans les structures de transplantation. Et la tendance générale, comme dans la population, c'est vraiment un reflux très, très significatif. Ça fait à peu près 6-8 semaines qu'on n'a plus de nouveaux cas Covid. Donc, on est vraiment satisfait. Et comme je le dis, ça traduit l'efficacité à l'échelon individuel, les patients dialysés, transplantés, insuffisants rénaux, mais aussi autour d'eux. Hein, c'est un ensemble. Hein. Oui, mais c'est quand même compliqué parce que c'est vrai ce que disait Mme Kessler, le message général, pas que du gouvernement, fausse un peu les choses, puisqu'on a un peu l'impression qu'il faut se vacciner non pas par rapport à la maladie, mais pour avoir le droit de faire la fête, le droit de sortir. Je veux dire, c'est pour avoir le pass. Voilà comment les gens y comprennent. Et je dirais en plus, la difficulté qu'on a les uns et les autres, c'est avec notre entourage. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde
monde reprend les fêtes familiales et c'est bien compliqué, sans paraître comme être asocial, de faire des remarques, quoi. Je veux dire, et c'est vrai que la situation est difficile pour nous, quoi, pour faire valoir C'est-à-dire que notre protection. oui, ce qui ne doit pas revenir, l'habitude, enfin les usages, c'est s'embrasser. Vous voyez, le problème, c'est que même quand vous êtes avec vos proches, très proches, avec votre famille, dans une réunion, vous n'êtes pas obligé que tout le monde fasse le tour de tout le monde pour les embrasser. On avait pris, ça a été mortel, si j'ose dire. Et ça vous protège non seulement de la Covid, mais ça vous protège de la grippe, ça vous protège de la gastro-entérite, ça vous protège de toutes ces maladies qu'on attrape par contact interhumain. Et moi, je vois, avec mes petites filles, c'est d'ailleurs elles qui ont inventé une façon de faire câlin, sans se toucher, du moins, on se fait dos à dos, enfin, vous voyez, des choses comme ça, rigolotes. Et elles l'ont parfaitement accepté. Donc je crois que c'est ça. C'est pas parce que actuellement on est vacciné, mais tout le monde ne l'est pas. C'est pas parce que il y a moins de cas en ce moment, mais vous savez qu'il y a aussi la période de l'année qui joue, qu'on doit revenir à ce qu'on faisait avant. Voilà. C'est toujours votre conseil, même si les membres de la famille sont tous vaccinés? Mais oui, mais vous allez tous être plus ou moins, vous allez sortir, vos membres de la famille, s'ils sont plus jeunes, ils vont aller travailler, les enfants vont à l'école, enfin là ça va s'arrêter, mais donc il y a encore des possibilités qu'une personne, vous savez, si vous regardez, moi j'ai un peu observé ce qui s'est passé chez des gens que je connais bien, ça a toujours été à partir d'un individu qui était malade, qu'il y en a eu 15 qui ont attrapé la maladie. C'est-à-dire que si vous êtes en famille, que personne n'est porteur, il n'y a aucun risque. Mais vous ne savez jamais si quelqu'un ne va pas être porteur. Oui. Ce matin, j'ai eu un patient en consultation qui est enseignant en primaire, qui est transplanté. Et il va très bien, il vient pas, je vois pas souvent, mais et donc en fait, il m'a expliqué qu'il était très surpris parce qu'en fait, il n'a pas eu de bronchite, il n'a pas eu de gastro, il n'a pas eu parce qu'en fait, il n'a pas eu de contact. Il a fait ses cours, mais avec une organisation plus prudente, plus régulée. Et finalement, bon, ben, il voulait dire par là qu'avec une organisation de ce type, finalement, les virus, aucun virus ne circule, et qu'avant, ben, ça circulait trop facilement, sans doute, des virus moins sévères, mais des virus quand même, quoi. Donc, bon, c'est QFD, quoi. Ce que disent aussi les personnels des crèches, puisque j'en ai entendu parler de ça, parce que vous savez que celles qui sont avec les petits, tout petits, ils ont plein de maladies infantiles et elles attrapent ça aussi. Et elles m'ont dit, enfin j'en ai rencontré deux, qui m'ont dit que depuis l'année dernière, elles n'avaient pas été malades. Elles n'avaient pas eu la Covid, mais elles n'avaient rien eu d'autre. Ouais. Donc peut-être qu'il faudra revoir notre façon de... Mais on peut, je ne sais pas ce que vous en pensez, madame, mais on peut, par exemple, aller au restaurant. Moi, je dis qu'on peut aller au restaurant. Oui. Certes, il y a des Coréens, je crois, qui ont montré que comment dire, l'air conditionné, pardon, la climatisation, l'air conditionné. Il y a eu ce cluster-là, il y a eu un cluster, mais il y a très peu en France de climatiseurs qui travaillent en circuit fermé, c'est-à-dire de l'air qui circule. Toujours le même. Et qui est toujours le même, puisque la plupart des climatisations, c'est de l'air qui vient de l'extérieur et qui est reprojeté à l'extérieur. Oui, mais il faut aussi... Écoutez, moi, je trouve que les restaurateurs sont extrêmement sérieux, et que il y a moins de monde, il y a moins de tables, on est plus éloigné, le personnel est masqué,
non, il ne faut pas. Il y a du gel partout. Oui, il y a du gel partout. Moi, je trouve qu'il y a certains restaurateurs qui ne tiennent pas compte des jauges, hein, que les tables sont rapprochées. Hein. Ben, il faut les éviter. Bah oui, bah oui, c'est sûr. Peut-être. Et pour l'instant, on a la chance de pouvoir aller manger dehors. Alors, Oui. Voilà. profitons-en tant qu'il fait beau pour manger dehors. Mais ce qu'il ne faut pas développer, vous savez qu'on a décrit ce qu'on appelle en souriant le syndrome de la cabane. Vous savez ce que c'est le syndrome de la cabane? Non. Non, vous n'en avez pas entendu parler. Ben, c'est des gens qui ont respecté, mais plus qu'à la lettre, le confinement. Alors, ça va jusqu'à tout ce qui vient de l'extérieur, passe par un sas dans le garage, on lave les boîtes, on lave les légumes avant, enfin bref, il y a eu tout un tas mais surtout, on s'isole. Hein. On reste à la maison, on sort très très peu. Et quand tout va mieux, ce qui est quand même le cas actuellement, eh bien on reste à la maison et on ne sort pas. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ce syndrome de la cabane. Finalement, ils sont très bien chez eux, très sécurisés, ils ont tout ce qu'il faut et ils ne sortent plus. Donc ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas au spectacle, ils ne vont pas en voyage, ils ne vont pas en vacances, ils restent chez eux. Donc ça, il ne faut pas que vous l'attrapiez, le syndrome de la cabane. On peut reprendre une vie normale en faisant attention. Monsieur Cuevas? Moi, j'avais une question par rapport pour changer un peu de sujet, Oui. par rapport à l'activité greffe, et notamment, est-ce qu'il y a beaucoup de donneurs vivants en ce moment? Est-ce qu'on fait beaucoup de greffes de donneurs vivants? Alors, non, c'est très déprimant pour vous en premier, mais pour les responsables de structure aussi. Hein. On a une année où on a fait à peine en 2020, on a fait à peine 2/3 de notre activité. Donc c'est assez curieux cette année 2020 parce que en fait, il faut savoir qu'au mois de janvier, on avait eu un très mauvais mois, on avait repris un petit peu en février, puis après, boum, patatras, ça s'est arrêté en mars jusque juin. On a eu un second semestre assez bon. On était satisfait. Là, je parle surtout en greffe d'honneur décédé. Hein. Et on est parti sur cette lancée en 2021 avec un très bon mois de janvier. Puis depuis, ça s'est vraiment fortement réduit et c'est quelque chose de national. Quoi. Les explications sont difficiles à fournir. Par exemple, en région Lorraine, la structure de prélèvement a tenu bon en 2020 et a été vraiment efficace. Et actuellement, les personnels sont sur le pont. Mais il y a eu beaucoup plus d'opposition que d'habitude. Il y a eu aussi, semble-t-il, avec les confinements du début d'année, là, du printemps, une réduction finalement des admissions de certaines pathologies, etc. Enfin bon, il faudra faire un bilan complet, quoi. Mais on est sur une année là de 2021 qui sera peut-être aussi moyenne que 2020, un tout petit peu mieux, on ne sait pas. Alors pour la greffe d'honneur vivant, nous on a été amené à reporter 4 greffes d'honneur vivants au cours de la situation, au cours du printemps, dans des circonstances qui sont connues, mais que je rappelle quand même, hein, puisque vous savez qu'on est pratiquement monté à 200 patients Covid, 130 patients Covid en réanimation, donc 200 au total dans l'établissement, et pour pour soigner ces patients en soins intensifs et en réanimation,
et ce sont les personnels des blocs opératoires qui ont été détachés. Donc, le nombre de salles disponibles au bloc opératoire s'est réduit de moitié. Il est même réduit encore plus bas à un moment donné. Et donc, les personnes qui ont travaillé en réanimation n'étaient plus là. C'était les urgences qui passaient. Enfin, bon. Donc, une situation difficile. On a repris une activité, là, on en a deux au mois de juin. On en a organisé une avec Strasbourg pour être sûr de pouvoir la faire. Donc, il y a une greffe qui a été faite à Strasbourg. Et puis, on espère que ça va repartir à compter de septembre, quoi. C'est une situation difficile, hein. On doit tout de même souligner que sur l'année 2020, les 2 établissements hospitaliers français qui ont été les plus touchés par la pandémie, c'est Strasbourg et Nancy. Donc c'est loin devant les établissements hospitaliers de l'Île-de-France, par exemple, hein. Donc je dis ça, comment dire, c'est pas un alibi, hein. Mais c'est un fait. Et donc, bon, on met toute notre énergie au sein du CHU de Nancy pour que l'activité reparte. Elle sera, on l'espère, elle sera normalisée en septembre, mais on est actuellement sur des niveaux d'absentéisme qui sont plutôt 2-3 fois la normale. Donc, absentéisme pour des arrêts de travail parfois sur plusieurs semaines. Donc, une situation vraiment délicate, hein, faut le reconnaître. Mais alors, c'est moi qui vous pose une question, Luc. On comprend bien que l'activité de greffe avec donneur vivant était difficile, comme toutes les activités chirurgicales. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu chez les proches qui se sont rendus compte que, compte tenu de la réduction qui va s'étaler au moins sur 2 ans du nombre de donneurs cadavériques, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de motivation de proches qui se sont manifestés en disant mais voilà, il est inscrit sur la liste depuis je ne sais pas combien d'années, et puis là, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs décédés. Est-ce que ça a eu un... Là, oui. On a une file d'attente d'une quinzaine de greffes à programmer. Oui, on a comment dire, un potentiel de greffe là qu'on peut réaliser, des personnes qui sont très désireuses de donner, hein. Et je suis toujours désolé de dire ça, mais la pandémie va ajouter 1 an et demi d'attente pour la greffe donneur décédé, et ça doit être une motivation forte pour la greffe donneur vivant, c'est sûr, et à nous de relever le défi de la greffe donneur vivant. Et puis de persuader les organisations bloc opératoire que quand on parle d'urgence, il y a une telle perte de chance pour les gens qui ne peuvent pas être greffés que, à mon avis, elle est à mettre vraiment dans les semi. La greffe est à placer dans les semi-urgences. Donc il faut pouvoir convaincre et l'administration et l'organisation des blocs opératoires. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai que si on a annulé les greffes donneurs vivants mais on n'a pas tout annulé, il y avait quand même une activité chirurgicale obligatoire qui devait avoir lieu. C'est de glisser la greffe dans cette activité-là. Mais excusez-moi, je cite des choses concrètes, hein, mais les chirurgiens urologues nous ont dit, voilà, on a une personne qui a un cancer du rein assez important, et est-ce qu'on peut l'opérer plutôt que de faire une greffe donneur vivant, quoi. On a un créneau, si on ne fait pas maintenant, on reporte d'1 mois, c'est des discussions délicates, hein, donc bon. Donc ces situations ont été discutées au cas par cas par les chirurgiens avec les néphrologues, et j'espère, on a fait au mieux, mais enfin, ce que je vais dire va peut-être un petit peu vous surprendre, mais plus le temps passe, plus je me dis, il faut pas trop prendre comme référence les temps d'avant la pandémie. C'est
moi, comme chef de pôle, avec mes responsabilités, je peux vous dire, repartir avec un niveau de très élevé de fonctionnement, etc., ça va nécessiter vraiment du temps et de l'énergie, quoi. Et de convaincre les gens et de remobiliser les gens. Enfin, c'est une grosse affaire. Hein. Monsieur Févotte. Ah bon. Oui. Oui, enfin, dans le même ordre d'idée, mais pour compléter, enfin, d'abord, je voulais rappeler que demain, on a la journée du don d'organes, quoi, au niveau national, quoi, donc, Oui. et qu'il y a des efforts qui ont été faits pour l'ABM au niveau de la communication écrite, parce qu'ils s'aperçoivent que ça coince au niveau du don d'organes. Et d'ailleurs, je vous ai entendu dans d'autres lieux dire qu'il y avait une forte augmentation du refus du don d'organes. Donc, est-ce qu'on a commencé à comprendre pourquoi il y a une telle augmentation? Parce que autant je comprends qu'on ait des réticences avec des gens vivants, parce que la Covid et tout, on peut l'avoir, mais quelqu'un qui est décédé, je veux dire, en quoi ça pose problème, quoi? Je veux dire, je comprends pas cette nouvelle, ce nouveau frein au don d'organes, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il s'avère que dans une autre organisation, j'ai passé un grand moment avec Laurent Durin il n'y a pas longtemps. Oui. D'ailleurs, nous a fait une conférence. Hein. Luc, c'est lorsqu'on a eu l'Assemblée générale de S-Transplant. Et il y a deux choses. Tout d'abord, il y a le fait que l'accès des donneurs en état de mort cérébrale, enfin, des potentiels donneurs dans les réanimations était inexistant. C'est-à-dire que les familles ne pouvaient pas voir leurs proches. Il y a eu quand même des décès, de nombreux décès tout au long de l'année qui ont été des catastrophes en termes de deuil, enfin vous voyez, d'accompagnement des derniers moments, etc. Qu'il s'agisse, alors on a parlé un peu des gens âgés qui sont morts dans leur coin tout seuls, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir de visite, mais il n'y a pas eu que. Il y a aussi des gens jeunes qui sont morts sans que les familles puissent les voir. Et vous ne parlez pas, quand vous avez dans une petite pièce qui est à côté de la réanimation, la famille, les coordonnateurs ou les réanimateurs qui sont là et qui expliquent ce qui se passe et qui après emmènent la famille auprès du proche. Vous voyez, c'est pas la même chose que de dire au téléphone, eh ben, écoutez, il pourrait être un potentiel donneur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'il ne pouvait pas venir le voir, il ne pouvait pas venir à l'hôpital. Donc ça, je crois que ça a été comment dire ça, une des explications. Et l'autre, ça a été, alors ça c'est mon avis personnel, c'est que les coordinatrices de prélèvement n'ont pas été préparées pour changer. Luc disait, ça ne sera jamais plus demain comme c'était hier. Dans beaucoup de domaines, et en particulier ce domaine-là, qui est si plein de choses émotionnelles, de choses qui relèvent de la communication en cas de situation de crise, etc. Et d'ailleurs, elles s'en sont, non pas plaintes, mais elles en ont été conscientes, les coordinatrices de prélèvement, que tout ce qu'on leur avait appris sur comment on faisait hier, quand un sujet passait en mort encéphalique, le processus, ce qu'il fallait dire à la famille, etc., tout ça, ça a explosé en vol et il fallait trouver d'autres mots, il fallait trouver d'autres motivations et je pense qu'elles n'ont pas su le faire. D'ailleurs, ça doit être vrai ce que je pense parce que j'ai appris que des formations allaient être refaites par l'ABM au niveau des équipes de prélèvement pour revoir un peu avec elles ce qui n'allait pas, rediscuter justement avec celles qui se sont trouvées en face de familles complètement opposantes, hein, puisqu'il y en a eu beaucoup plus que d'habitude, et pour changer un peu, pour retrouver les mots qui permettent aux gens d'accepter sans problème le prélèvement. Mais sans dévoiler de nom, et en parlant de façon générale,
le ressenti que nous avons comme consultants, je ne parle pas personnellement, c'est vraiment le ressenti de l'équipe. Nous sommes face à des patients qui sont extrêmement stressés. Ce matin, j'ai encore vu 2 personnes qui, avant la pandémie, étaient des personnes sans émotion, enfin, non pas sans émotion du tout, mais sans émotion exacerbée, etc. Et là on voit des gens qui ont des niveaux de stress, de chamboulement, qui ressortent dans la consultation. C'est fait pour ça, la consultation. Mais tous les professionnels de santé le notent. Ben oui. Et pour vous dire, je suis allée faire ma consultation dentaire régulière. Ma dentiste m'a dit, écoute, mon assistante et moi, pendant toute cette période, on a failli faire un burn-out face à la violence. C'est-à-dire que les gens, les patients au sens large, deviennent agressifs, avec des violences verbales, avec des choses qu'on ne voyait pas du tout avant. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont en état de stress post-traumatique. Vous savez, ce qu'on appelle, où on ne se contrôle plus, où on... Oui. J'ai vu un monsieur ce matin qui m'a dit, c'est exactement ça, docteur, je ne comprends pas, je ne me contrôle plus. Oui, voilà. Et j'ai dit, monsieur, il faut retrouver vos esprits, etc., il faut vous apaiser, mais bon, on va devoir cicatriser comme ça, chacun individuellement, et puis toute la société. Et donc, on comprend que dans une situation de deuil d'un proche qui est toujours brutal pour le don de rein, le don d'organes en général, arriver auprès des proches sans être préparé spécifiquement en ce moment, c'est difficile, quoi, parce que il y a pas de médiation possible, c'est un rejet, c'est éruptif, quoi. Beaucoup de gens sont éruptifs en ce moment. Les professionnels de santé sont également en état de... Ça, on commence à mesurer, mais oui. Je vous ai dit, le niveau d'absentéisme actuellement, c'est des gens qui sont d'abord à bout, quoi. Ils sont à bout, et donc il faut laisser s'apaiser, revenir et tout. C'est incroyable ce niveau de stress collectif et qui se transpose individuellement de cette pandémie. Monsieur Févotte. Oui, pour être... enfin, je voudrais aborder un petit sujet qui est en dehors des greffes, mais qui est sur les dialyses, mais qui revient à la discussion qu'on vient d'avoir. Nous, à l'association, on est très inquiets sur l'évolution de l'état d'esprit dans la dialyse, notamment la différence entre les uns et les autres, et notamment entre ceux qui acceptent la vaccination et ceux qui ne l'acceptent pas. Et on voit que dans certains établissements de dialyse maintenant, on leur dit on ne peut pas faire la collation parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, en gros, ça veut dire que celui qui est vacciné, il est puni par l'attitude des autres. Et en même temps, on ne peut pas changer le voisin, etc. Enfin, on craint, il y a des choses qui montent et on craint qu'il y ait des difficultés à venir sur ce sujet-là parce que j'ai un peu l'impression que ce n'est pas pris en compte, quoi. Et ça nous inquiète fortement, quoi. Oui, c'est tout le vivre ensemble, les règles du vivre ensemble et l'attention vis-à-vis des autres, etc., qui a été effacée et qu'il faut reconstruire. Peut-être ça peut être des stratégies je réponds comme ça spontanément, des stratégies au sein des équipes de soins pour essayer de motiver collectivement. Mais bon, on est aussi face à une société qui est de plus en plus individualiste. C'est pas facile. Donc, chacun voit midi à sa porte et bon. Mais je suis pas étonné. Ne croyez-vous pas, en tous les cas pour ce qui est de la dialyse que vous contrôlez, ne croyez-vous, et nous on pourrait en parler au niveau de néphrologue, on a vécu des moments difficiles il y a très longtemps. Je me souviens quand même tout à fait bien de l'arrivée du vaccin contre l'hépatite B. Il ne faut pas croire que ça a été comme ça, le lendemain, tout le monde était vacciné. Mais je me souviens qu'on avait à l'époque la chance d'avoir une psychologue attachée à la dialyse, ce qui n'est plus le cas. Maintenant, on a du temps
du temps de psychologue, mais on n'a plus une personne qui vit avec les professionnels de santé et qui peut avoir un double rôle, c'est-à-dire elle peut individuellement aller voir des malades qui sont en difficulté, mais elle peut aussi intervenir auprès de l'équipe pour les aider à continuer à faire leur travail dans les meilleures conditions. Et ça, j'en ai pas du tout entendu parler. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait quelque chose à faire avec le peu de temps de psychologue qu'on a, mais enfin on en a quand même un petit peu, ne serait-ce que pour essayer de convaincre la vaccination, la couverture des dialysés, elle approche 80%, hein, d'après ce que 75, 78, enfin quelque chose comme ça. Donc il reste un peu plus de 20% de patients, parce qu'autrement, une des situations, puisqu'il y a eu des quarantaines, ça va être de mettre en quarantaine les non vaccinés, c'est-à-dire les mettre dans un endroit ensemble, et pour que, comme disait M. Févotte, ceux qui sont vaccinés puissent ressouffler un peu et je ne sais pas. Mais en tous les cas, l'aide psychologique, je crois qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin de beaucoup d'aide psychologique. Ouais. Mais les psychologues, vous savez, on les sollicite. Oui, mais oui. Non, je veux dire, les pauvres, en fait, c'est pas facile. Hein, mais peut-être qu'il faudrait des actions collectives, quoi, un peu. Au niveau de l'équipe, pour que l'équipe devienne, si vous voulez, ce qu'on faisait dans les premières années de la dialyse, enfin les premières décennies de la dialyse, c'était, elle travaillait plus avec les équipes, qu'avec l'équipe, qu'avec les malades, la psychologue. Oui. Puisqu'en fait, notre but commun, c'était qu'à aucun moment l'équipe ne se sente en difficulté, à aucun moment elle ne se mette en souffrance, parce qu'il y avait des situations difficiles au niveau des patients. Hein. Et ça, ça a un peu disparu, ça. Le travail avec l'équipe, pas forcément avec tous les malades, quoi. Ça, on sait bien qu'on ne peut pas le faire. Et puis de bien être à l'écoute de ceux qui ont besoin, qui ont peut-être besoin de psychologues. Monsieur Jupon ? Oui, par rapport à ça, j'avais une question. N'y aurait-il pas des stratégies pratiques, par exemple, que le personnel mette des gants en plastique quand il sert? Parce que moi, j'ai vu dans un restaurant, on avait tous des gants, et puis on prenait les gants, on se servait, et puis après, à la fin du repas, on posait les gants, et puis quelqu'un les ramassait. Oui. C'était en Autriche. En Autriche. C'est pas souvent un problème de gants, hein, parce que des mains lavées, des mains bien lavées, c'est mieux que des gants, parce que les gants, après, on ne sait pas ce qu'on fait avec. Et... Oui, non, c'est par rapport au Covid, parce qu'on oui, mais on n'a jamais préconisé le port de gants à cause de ça, parce que le port de gants, ça veut dire qu'une fois qu'on a les gants, on doit limiter au maximum les gestes qu'on va faire. Si vous mettez des gants puis que vous allez à droite, à gauche, ça sert strictement à rien. Dans les magasins où les vendeuses mettaient des gants, moi, je me permettais régulièrement de dire qu'il valait mieux qu'elles se les lavent, quoi, hein, régulièrement. Par rapport au problème de dialyse et puis de repas. Oui. Non, enfin, excusez-moi. Alors ça, j'ai quand même bougé, enfin pas pendant le confinement, mais pendant les périodes intermédiaires, je me suis retrouvée à 2 ou 3 reprises dans des hôtels. Donc des hôtels où il n'y avait pas de restaurant, il y avait... bon, mais quand même, ils assuraient des repas. Alors, on commandait par téléphone, le repas, il était déposé devant la chambre, hein, et dans ces conditions-là, tout était sous papier, enfin était fermé, et après, eh ben, la personne qui était là, elle pouvait ouvrir le tout et puis manger tranquillement. Après, mais peut-être que ça veut dire que ça demande du personnel, et peut-être qu'on n'a pas ça dans les centres de dialyse, de faire ça, je ne sais pas. Et puis, il fallait avoir le process de préparation de repas sous cloche, si j'ose dire, qu'on n'avait pas. Hein.
Parce que Monsieur Févotte, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, enfin, je voulais simplement préciser qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de collation. Et ce qui rajoute au stress, quoi, je veux dire, c'est ce que je vous dis. À Oui, mon avis, non, mais ça n'est pas impossible si on a la capacité de préparer une collation qui est mise pas sous vide, mais vous voyez, une collation complètement close, de façon à ce que, mais ça l'hôpital n'est sûrement pas préparé à ça, ni les cliniques. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de collation. Pour que dans le package, il y ait tout. Hein, le jus de fruits, enfin, je sais pas, tout ce qu'il faut, mais que tout soit clos. Il y a des structures qui ont repris les collations hein, dans certaines régions. Je sais, mais c'est des régions où il y a eu une pandémie beaucoup moins sévère finalement. Hein. C'est ça aussi chez nous. On a été tellement secoués et sidérés que bon ben effectivement on est toujours un petit peu dans prudent quoi. Je me suis posé une autre question par rapport aux patients, Monsieur Févotte. Comment ont-ils supporté le port du masque en permanence? Parce que ça aussi, à mon avis, plus que la collation, entre nous soit dit, parce qu'on peut quand même manger un petit peu, enfin, avant, oui. Enfin, mais les patients, pendant des mois et des mois, ils sont venus à la dialyse 4 heures, 5 heures, avec un masque sur le nez, interdiction de l'enlever, plus quand ils étaient dans le véhicule, il fallait toujours qu'ils aient le masque. Ça a dû être quand même assez difficile. Il n'y a pas eu de plainte ou de... Eh ben, écoutez, globalement, enfin nous, au niveau de l'association, les retours qu'on en a eus, c'était sur les collations, au début où il n'y avait même pas de boisson, etc. Donc, mais sur les masques, on n'a pas eu de retour aussi important. Mais je crains que ce soit des questions à retour, quoi, je veux dire, à boomerang, ce genre de questions. En plus, il y a quand même beaucoup de patients qui ont usé de méthodes de contournement, de subterfuges. Je veux dire, voilà, faut pas se cacher que pour beaucoup, le masque, ils le mettaient pas. Dans certains endroits, c'était bien respecté. D'autres, quand l'infirmière est passée, on l'enlève. On n'avait pas le droit de boire et de manger. Ça, c'est pas bien, ça. Ah oui, mais ils n'avaient pas le droit de boire et manger. On a eu pas mal d'échos de gens qui le faisaient quand même, quoi. Je veux dire, voilà, qui géraient, mais quelque part qui géraient sans abuser, quoi. Donc voilà, ce qui pose problème, c'est des règles qui sont quand même que je comprends au début, qu'on a compris au début, parce qu'on ne savait pas, personne ne savait. Bien malin celui qui critiquerait les mesures qui ont été prises au début, au mois de mars, il n'y a pas à discuter. Mais le problème sur le temps, d'abord, on n'a pas su expliquer les problèmes des collations. D'ailleurs, sur le fond, on ne sait pas si c'était utile ou pas de les supprimer. Hein, je veux dire, et là, c'est des habitudes ça commence à s'empiler tout ça. Voilà, je veux dire, c'est un peu. Mais on revient à la question que vous disiez sur les psychologues. Mais aussi, je suis pas sûr que toujours les équipes ont bien conscience de ces questions-là par rapport aux patients. Donc, votre idée de revenir à travailler sur les équipes et sur l'organisation de la dialyse serait peut-être une piste intéressante. Parce que vous savez, bon, il n'y a pas plus de gens spontanément violents et agressifs chez les insuffisants rénaux que dans le reste de la population. Mais mon expérience m'a appris que quand un patient qui n'est pas ordinairement quelqu'un de difficile le devient, c'est qu'il est en souffrance psychologique. Oui. Voilà. Cette violence, c'est une façon d'appeler au secours inconsciente, c'est-à-dire je râle, je suis pas content, je vais vous le dire, ça suffit, ça peut plus durer, etc. Ça veut dire qu'ils vont pas bien. Oui, bien sûr. Et donc c'est vrai qu'on est un certain nombre à bien identifier ça et à pas dire oh ben celui-là il est insupportable, regardez comment il s'est comporté avec moi, il m'a engueulé, de ne pas dire ça, mais de se dire attention, ce patient ne va pas bien, il va falloir que je comprenne pourquoi et que j'essaye de l'aider. Alors tout ça, c'est un... Il y a un sujet par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que les soignants aussi sont masqués et sont avec des personnes masquées. Et
c'est très handicapant par rapport à la pratique. Ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Et moi, il m'arrive souvent habituellement, je lisais sur le visage du patient en consultation si il avait compris ce que je disais, ou s'il y avait une petite froncement de sourcil, je me disais il faut que je redise quelque chose, ou si un sourire, on échange un sourire, ça allait. Mais là, il y a plus de sourire. Et donc aujourd'hui, on est dans le non-dit, le non-verbal, pas le non-dit. Le non-verbal n'est pas présent, donc il faut plus de verbal. Donc, avez-vous bien compris? Souhaitez-vous plus d'explications? Est-ce que ça va aller? Vous voyez, donc c'est d'autres façons d'échanger, en fait. Et oui, on essaie de provoquer la discussion, plus, de faire ressortir les... Mais c'est gênant, hein, c'est une vraie frustration, le masque, pour le consultant, parce que, en plus, comme on connaît bien les gens et leur physionomie, on n'est pas dans une situation d'échange normalisée, et c'est délicat, c'est délicat. Et ça ajoute aussi à la difficulté pour absorber ce stress. Ça, on n'a pas fini. Hein. On retire les masques dans la rue, mais là, ce qu'on les enlève à l'hôpital, c'est pas pour demain. Enfin. Ça vient, on sait tous, et ça a été montré, on vous l'a même montré quand on a fait ces études sur la qualité de vie des patients en insuffisance rénale terminale, qu'elle avait un impact plus que notable sur la qualité de vie, et donc ça n'a pas changé. Et en plus, il y a eu cette fichue épidémie, c'est-à-dire que c'est comme, vous savez, la goutte qui fait déborder le vase. Hein. Oui. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai beaucoup pensé à vous tous pendant cette période en me disant, mon Dieu, déjà, leur vie n'est pas facile, et comment vont-ils, surtout qu'ils ont été des victimes beaucoup plus vulnérables que le reste de la population. Donc, si vous voulez tout ça, il faut se dire une chose, en tous les cas, aujourd'hui, c'est que le vrai retentissement, il va se montrer une fois que tout sera terminé. Et c'est là qu'on va voir comment dire ça, les gens vraiment, certains péter un plomb, parce qu'il y aura plus, on ne pourra plus leur dire, écoutez, le virus, il est encore là, etc. Les choses étant normalisées, mais eux, ils ont accumulé un tel stress répété pendant des mois et des mois qu'on va avoir des décompensations psychologiques. Ça, moi, j'en suis certaine. Il faudra être très, très vigilants, les uns les autres, vigilants à ça. Pas tout de suite, c'est quand ça ira mieux, quand on croit que ça ira mieux. Ça a bien été montré pour les guerres, hein, et que ça dure des années après la fin des guerres. Malheureusement, oui. Les retentissements, je pense qu'on va avoir la même chose avec la Covid. Monsieur Nicole, vous souhaitiez prendre la parole? Damien? Oui, moi je voudrais simplement ajouter une chose par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que cette année, pour ma part, j'ai l'impression d'avoir perdu espoir. Je pense que pour la globalité des gens, dont les insuffisants rénaux, quel que soit l'état, hein, que ce soit de la dialyse, du chronique ou de la greffe, il y a eu une perte d'espoir. Pour les dialysés, j'imagine que ça a été une perte d'espoir de greffe. Donc pendant un an, on a eu cette pandémie où on a tout arrêté. Donc on a eu une perte d'espoir. Pour nous les greffés, et moi je parle en tant que très jeune greffé, j'ai perdu l'espoir de revivre après la greffe, de vivre ma greffe. Et j'espère que demain, ou à partir d'aujourd'hui, qu'on ait l'espoir, tous, dialysés, greffés, de pouvoir vivre correctement. Et j'espère vraiment ça. Moi, ça a été vraiment mon sentiment. Ça a été un sentiment de perte totale d'espoir. On ne savait pas où on allait. Quelle que soit notre pathologie, on ne savait pas où on allait. Et je pense que parmi les soignants, ça a été aussi une perte d'espoir.
Bien Mais sûr, bien, je pense que... c'est peut-être pas, Damien, c'est peut-être pas le terme espoir, parce que l'espoir, c'est l'espoir de ce qui va venir. C'est que ce qui s'est passé, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire que on est depuis 50 ans, la médecine a tellement évolué dans le bon sens qu'il reste encore des problèmes non résolus. Il reste encore des choses qu'on ne sait pas expliquer. Mais on a quand même beaucoup... on a trouvé beaucoup d'explications pour beaucoup de choses. Tandis que là, on s'est retrouvé devant une maladie nouvelle. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui, oui. Ah oui. Et personne, même pas le plus fort des infectiologues ou virologues, personne ne pouvait dire qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, on a le monde entier. Alors, il y a ceux qui ont essayé pour Helmut de raconter, de dire ah moi je suis sûr que ça va se passer comme ça. Mais en fait, personne ne savait comment ça allait évoluer. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on est devant un phénomène qui va s'arrêter ou un phénomène récurrent auquel il faudra s'adapter. L'espoir, c'est ça. Oui. Ah oui. L'humanité, elle a traversé quand même beaucoup de moments difficiles et jusqu'à présent, elle a toujours su rebondir, elle a toujours su s'adapter à des situations difficiles. Vous savez, comment faisaient les gens du temps de la peste au Moyen-Âge? Effectivement, il y en avait beaucoup qui restaient sur le carreau. Et puis, comme la peste, heureusement, c'est pas quelque chose de permanent. Ça s'est toujours arrêté spontanément, puisqu'il n'y avait aucun... Et puis finalement, les survivants, eh ben, ils ont reconstruit une fois que c'était terminé. Donc il faut garder cet espoir-là. Mais je reprends toujours ce qu'a dit Luc. Il ne faut pas espérer que la vie de demain sera identique à la vie d'hier. Parce que c'est là où on pourrait être désespéré. Parce qu'on s'attend à retrouver exactement ce qu'on faisait avant. Et bien moi, je crois qu'on va entrer dans une nouvelle ère, comme on dit, enfin à laquelle, qui n'est pas forcément catastrophique, hein, mais à laquelle il va falloir s'adapter. Voyez, c'est ça. C'est ce que le vilain mot de résilience, hein, c'est accepter quelque chose qu'on ne comprenait pas, on comprend un peu mieux, mais toujours pas complètement, et puis se dire, eh bien, si ça doit durer, eh bien, on vivra avec. Hein. Voilà, on apprendra à vivre avec le virus. N'oubliez pas que la grippe, je termine là-dessus, tous les ans, elle tue des dizaines de milliers de gens. Hein. Est-ce que vous le savez, ça? Oui. Non, on l'a dit à la radio. Hein. On n'en fait juste pas état. Exactement. Voilà la différence. C'est que les médias ne s'en sont pas du tout emparés et que. Mais les réanimateurs, eux, ils savent bien. Hein, pendant l'épidémie, ils savent bien qu'il faut des lits pour les grippes malignes, comme on dit, hein, les grippes graves. Ouais. Ah oui. Hein. Ouais. Monsieur Jupon, vous vouliez ajouter un petit mot pour finir? Oui, moi j'avais une question technique. Ah. Dans les ETP, on parle des fois des fourmillements qui apparaissent dans les insuffisances rénales. Et moi je voulais comprendre, je voulais que vous m'expliquiez comment expliquer ces fourmillements par rapport au fonctionnement du rein. Comment les interpréter? Quel est le lien entre les fourmillements et puis un rein? Votre question, si je la reformule, c'est vous citez des symptômes qui donc apparaissent en cas d'insuffisance rénale sévère, à type de fourmis dans les doigts, dans la paume des mains, etc. Je n'arrive pas à comprendre le lien entre le rein. Les toxines urémiques ont une toxicité nerveuse. Hein, donc, c'est les toxines. Oui, la situation d'insuffisance rénale très sévère conduit à un retentissement neurologique des toxines, comme il y a un retentissement gastrique, comme il y a un retentissement pour la peau avec le grattage, etc. C'est une situation... Voilà, c'est les toxines qui empêchent le rein de fonctionner normalement. Non. C'est les toxines qui attaquent les nerfs.
quand vous avez des fourmillements, c'est lié à une atteinte des nerfs périphériques, vous savez, Sous les qui petits vont nerfs. ceux qui vont dans les mains. Donc ces nerfs-là sont atteints par les substances toxiques et ça fait ce qu'on appelle une neuropathie. Alors, le T-Rex, c'est la même chose. Il y a bien d'autres maladies qui font la même chose. Les toxines liées à l'insuffisance rénale, elles font ça. Ce n'est pas le rein directement, c'est à travers les toxines qui attaquent les nerfs. D'accord, merci. Et j'avais une dernière question. Est-ce que les recherches actuelles et futures pourraient nous dire, est-ce qu'il y a déjà eu des recherches qui disent que, parce qu'on m'a toujours dit que les néphrons qui se détruisaient ne pouvaient plus revenir en vie. Est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont prouvé ça? Et où est-ce qu'on ne sait pas si les néphrons peuvent se reconstruire? Lorsqu'on fait une biopsie rénale, on a les différentes structures rénales qui sont visibles. Donc, par exemple, on compte le nombre de glomérules. Donc, en général, il y en a une vingtaine, une trentaine, au moins 10 pour que la biopsie soit représentative. Et donc, parmi la vingtaine, la trentaine, on peut compter ceux qui sont détruits. Et ça va nous donner un niveau de destruction. Si c'est 20%, 30%, voire plus encore, 50%. Et donc, on voit bien que ces structures, elles ne peuvent plus fonctionner. Elles sont envahies par du tissu fibreux qui les bloque complètement. Si je dis de façon triviale, qui bouge complètement les glomérules. Et on peut, ce que je viens de dire, on peut le décliner pour les tubes, pour les vaisseaux, pour les différentes parties du rein. Donc, depuis que la biopsie existe, depuis 50-60 ans, on sait on observe bien que corrélé à l'insuffisance rénale, à l'intensité d'une insuffisance rénale, on voit que des néphrons sont détruits, quoi. Donc, et 2-3 ans plus tard, ils ne peuvent pas. Si repoussé, Ce qui est perdu est perdu. si repoussé, on le verrait. Alors, il y a des recherches qui visent aujourd'hui à essayer de faire pousser des néphrons, de développer des néphrons et de pouvoir recoloniser le rein et avec des néphrons. Ça c'est en cours. Hein, c'est pas. Merci. Voilà, écoutez, les deux dernières questions en forme de conclusion de Monsieur Jupon, c'est peut-être une perspective pour un prochain webinaire après l'été sur un espoir pour Damien. Voilà, autre chose que du virus, hein, et on pourrait se retrouver si vous le souhaitez, après l'été. Et donc, je vous souhaite à tous un très très bel été. En guise d'espoir aussi, moi personnellement, avec mon épouse, j'ai redécouvert les Vosges. Hein, vous voyez, on a des petits, c'est magnifique. On fait des petites balades, tout ça, et puis ça vaut le coup. Donc bon, on a plein de choses nouvelles comme ça. Allez, merci infiniment de ce moment, et puis. Bonnes vacances à tous. Allez, au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir.